Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La CAMEG, l'USAID et le ministère de la Santé ont signé hier une convention tripartite pour mettre à la disposition de la centrale d'achat des médicaments génériques des produits antipaludiques, mais surtout soutenir la politique de gratuité des soins du gouvernement burkinabé. Le parquet fédéral belge a qualifié d'acte terroriste les meurtres de 2 policiers et d'un passant hier à Liège par un Belge qui serait radicalisé et qui était fiché en tant que tel. Cela dit, signature hier d'une convention entre la CAMEG, l'USAID et le ministère de la Santé. Une convention tripartite pour garantir la disponibilité des médicaments et autres intrants de lutte contre le paludisme. Ce partenariat va aussi permettre le stockage et la distribution de médicaments dans les conditions optimales. En un mot, cette démarche va soutenir la politique de gratuité des soins du gouvernement burkinabé. Adama Giti Aboubakar Sayon. La convention de prestation de services ainsi signée scelle la formalisation et le renforcement des relations entre l'USAID, la CAMEG et le ministère de la Santé. L'application de cette convention permettra à l'USAID de mettre à la disposition de la CAMEG des produits antipaludiques de qualité. Il va s'agir pour la CAMEG de recevoir, stocker et distribuer des intrants de lutte contre le paludisme. Et en retour, que l'USAID supporte les coûts de ces prestations. En termes de chiffres, il est difficile d'évaluer tout de suite le coût puisque nous recevons 7% de la valeur des intrants qui seront mis, qui nous seront confiés. Cette signature de convention vient à point nommé pour permettre à un de nos partenaires stratégiques, PMI, l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, de pouvoir disposer d'intrants à tous les niveaux du système de santé, que ce soit au niveau de l'entreposage, de la mise à disposition jusqu'à l'utilisateur final qu'est le malade. L'année passée, l'USAID a investi plus de 6 milliards de francs CFA dans l'acquisition d'intrants de lutte contre le paludisme au profit du ministère de la Santé. Un investissement qui sera renforcé avec la signature de cette convention dont le but est de soutenir la politique de gratuité des soins. Surtout à pouvoir travailler de façon collaborative avec le ministère et surtout le programme PALU sur les personnes les plus vulnérables pour qu'on puisse apporter les intrants, surtout aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. En plus de la fourniture en médicaments, la CAMEG bénéficiait déjà de l'appui technique de l'USAID en matière de bonnes pratiques de stockage et de mise en conformité des entrepôts. C'est parti pour les examens scolaires de l'année 2017-2018 avec le début aujourd'hui de l'examen du CEP arabe. Cette année, 700 candidats prennent part à cet examen sur toute l'étendue du territoire. Les épreuves qui se tiendront pendant 3 jours ont été lancées à Ouagadougou par la Fédération des associations des établissements franco-arabes. Adama Giti Arunamari. Nous sommes dans l'enceinte du collège Cheikh El Hadj Adama. L'ambiance est toute particulière. C'est le début de l'examen du CEPE arabe, session 2018. Dans l'instant de composition, les candidats attendent impatiemment le début des épreuves. La première épreuve est la rédaction. Commencer avec rédaction arabe et il y a rédaction français aussi. C'est le matière, c'est français-arabe, où nous avons des matières de choix, où les élèves peuvent répondre en français ou en arabe, c'est-à-dire histoire géo, sciences, opérations, problèmes, c'est des matières de choix. On peut répondre en français comme arabe. Il y a des matières uniquement, forcément, que les élèves répondent en arabe. Il y a des matières aussi, forcément, qui répondent ça en français, comme dictée, étude des textes, rédaction. L'examen concerne les mêmes matières inscrites au programme officiel du CEPE. Les candidats se disent prêts pour affronter les différentes compositions. C'est ma première fois de faire le CP d'arabe. Je suis content d'être ici. J'ai pris mes leçons depuis hier. Ce matin aussi, j'ai révisé mes leçons. Ils sont environ 700 inscrits à cette session 2018. L'examen se déroule sur 3 jours dans les 11 centres retenus sur le territoire national.
La journée mondiale sans tabac est célébrée demain. À la veille de cette journée, le réseau Afrique contre le tabac Akonta a organisé ce matin une conférence de presse. Au nombre des points évoqués, les dernières évolutions du procès entre l'État burkinabé et la Mabusib sur le non-respect de la loi, une loi sur l'apposition sur les paquets de cigarettes des avertissements sanitaires graphiques. Ali Doubadini, Oumoussissé, reportage. Le tabac est responsable de la mort de 4800 personnes au Burkina Faso chaque année, selon le réseau Afrique contre le tabac, réseau Akonta. Et pour améliorer la santé des populations en éliminant ou en réduisant leur consommation du tabac et protéger les non-fumeurs, le réseau Akonta et d'autres organisations de la société civile mènent une lutte acharnée sur le terrain. L'organisation des sorties de contrôle et de répression sur l'interdiction de fumer dans les bars, les maquis, les boîtes de nuit et dans les restaurants. Le lancement du numéro vert 80 00 12 39 de Akonta pour les dénonciations et conseils pour arrêter de fumer. De l'organisation d'une caravane d'exhibition des avertissements sanitaires graphiques sur les conséquences sanitaires du tabagisme. De campagnes d'affichage de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. De projections de films dans les universités, dans les cités universitaires. Des consultations gratuites à l'unité de sevrage tabagique du 28 mai au 3 juin 2018. Les sorties de contrôle et de répression ont permis de verbaliser plusieurs fumeurs pris sur le fait. À cette conférence de presse, le procès de l'État burkinabé contre la Mabusik était aussi à l'ordre du jour. En ce qui concerne la procédure judiciaire en cours pour la position des avertissements sanitaires graphiques, le lundi 28 mai 2018, la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso a renvoyé le dossier à une audience de vacation. Sur le sujet, notre position est claire. Il a fallu que le ministère de la Santé attrape la Mabusik en justice pour qu'elle soulève l'inconstitutionnalité de certains articles dispositions de la loi anti-tabac. Pourtant, la Mabusik a eu tout le temps, au moins 12 mois, pour se préparer à mettre les messages sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. L'édition 2018 de la Journée mondiale sans tabac est placée sous le thème « Tabac et cardiopathie », une journée commémorée chaque 31 mai. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans le Kénédougou et inquiète plus d'un. Il s'agit du rapt de jeunes filles afin de les marier de force. Cette pratique à la peau dure touche maintenant plusieurs filles, en majorité des élèves. Elles subissent des enlèvements qui hypothèquent dangereusement leur cursus scolaire. Le point de la situation avec Drissa Traoré et Adi Sandamba. Un jour, il est venu, il m'a dit de venir, qu'on va aller à quelque part. Donc moi je suis venue, donc il m'a pris en même temps brusquement. Et la suite de l'histoire va se dérouler dans une famille inconnue en terre étrangère. C'est une aventure qui va durer 2 semaines. 2 semaines de séquestration pour Maminata. Et de cette aventure, une grossesse non désirée de 4 mois. L'histoire remonte au 21 janvier dernier. C'était au Mali. Arrivant à la frontière, il m'a dit que moi de dire réellement, si moi je le fais, oui, si moi je ne le fais pas, oui, c'est à cause de mes études que moi j'ai du temps encore à faire de lui son affaire. Je dis, bon, moi je ne suis pas à faire de cette affaire, mais si moi je te suis, je vois que mes études ne vont pas aller à l'avance, quoi. Donc, mes parents aussi me parlent toujours, donc moi je voulais laisser. Donc il m'a dit, si moi je parle de ça, comme moi j'étudie toujours, c'est pour cela que moi je dis ça. Donc il m'a envoyé en même temps, pris mon appareil. Moi je ne peux pas appeler quelqu'un. Moi j'étais dans un endroit où je ne peux rien faire encore. Maminata Koulibaly revient donc de loin. À 21 ans et en classe de seconde C, ici au lycée départemental de Koloko, elle a été victime de rapt. Le rapt, c'est le fait d'enlever une fille ou une femme, voilà, et avec la force ou bien avec son consentement, voilà, afin de faire d'elle sa femme. Balkissa Traoré, elle a 17 ans. En classe de 4e, elle aussi a été victime de rapt en janvier dernier. Et de cet enlèvement, également une grossesse non désirée et un avortement spontané quelques mois après. Ici, scolarisée ou pas, aucune fille n'est à l'abri du phénomène.
Elle était nounous à Mahon. C'est dans ça qu'elle est restée et elle a fait la connaissance du monsieur en question. C'est donc par la suite que nous avons appris son enlèvement. La pratique existait, mais pas si fréquente comme aujourd'hui, car de nos jours, les enfants sont laissés à eux-mêmes pour ce qui est du mariage. Voilà pourquoi le phénomène a pris de l'ampleur. Avant, le choix de l'époux ou de l'épouse incombait à la famille, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Considéré ici comme une tradition, le rapt constitue un frein à la scolarisation, voire l'épanouissement de la jeune fille. À titre illustratif, entre janvier 2017 et février 2018, ce sont 28 filles, tout âge confondu, et toutes des élèves qui ont subi le phénomène. Ce chiffre est loin en tout cas de refléter la réalité. Parce que beaucoup sont ceux encore qui se réservent d'approcher les services compétents tels que la police, la gendarmerie ou encore les services de l'action sociale pour dénoncer. Même s'il est un peu culturel, il faut vraiment chercher à éradiquer ça. Puisque ça va un peu à l'encontre de certains objectifs que nous cherchons à atteindre en termes de scolarisation. Et pourtant, les agents de l'action sociale sont confrontés à de grandes difficultés dans la lutte contre ces enlèvements. Plusieurs fois, on a été pointé du doigt, on dit c'est cet agent, c'est lui qui, c'est l'action sociale, c'est eux qui empêchent aux gens de chercher les femmes ou bien de suivre les femmes qu'ils veulent. Ce sont des difficultés souvent qu'on ne considère pas, mais qui pourraient en tout cas compromettre l'agent même ou bien le travail qu'il fait. Face donc au phénomène qui va sans cesse grandissant, coutumiers, politiques et éducateurs sociaux, tous prônent la sensibilisation. C'est peut-être à ce prix que l'on pourra venir à bout du fléau dans la province du Kénédougou. L'enquête progresse en Belgique au lendemain de l'attaque qualifiée de terroriste par le parquet fédéral belge. Un homme d'une trentaine d'années, délinquant multirécidiviste, a abattu hier à Liège 2 policières et un passant de 22 ans. Les enquêteurs ont reconstitué les dernières heures du parcours du meurtrier qui était fiché radicalisé par la police belge. La justice belge a qualifié d'attaque terroriste le triple homicide qui a eu lieu ce mardi matin dans le centre de Liège. Plusieurs témoins ont filmé la scène et enregistré le terroriste crier Allah Akbar alors qu'il venait de tuer 2 policières et un jeune homme de 22 ans. Après avoir brièvement pris en otage une employée d'un centre scolaire, l'assaillant a été abattu par la police. 4 policiers ont été blessés. Selon les médias belges, le meurtrier était Benjamin Herman, un délinquant multirécidiviste qui était incarcéré depuis 2003 et bénéficiait d'une permission. Alors il est clair que l'objectif de l'assassin était de s'en prendre à la police. Parce que c'est ce qu'il a fait d'emblée en se dissimulant derrière les 2 agents de police et après les avoir poignardés sauvagement, le terme est faible, dans le dos. Une source proche de l'enquête citée par l'AFP révèle que le terroriste était fiché comme radicalisé par la police belge. Selon cette même source, les enquêteurs soupçonnent l'assaillant d'avoir tué à coups de marteau un toxicomane dans le village de Hon la nuit précédant son attaque à Liège. La police n'a pas confirmé cette information. Annulée et remise à l'ordre du jour, la rencontre entre le président américain et le dirigeant nord-coréen est entrée dans sa phase décisive de préparation et l'émissaire de Kim Jong-un est en route pour Washington quelques jours après le séjour à Pyongyang d'une délégation américaine. Kim Jong-chol est pourtant frappé par les sanctions américaines, preuve que les préparatifs s'accélèrent pour que cette rencontre historique Trump-Kim se tienne à Singapour. Un des plus hauts dirigeants nord-coréens est parti pour New York en vue de préparer le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. L'ancien chef des renseignements passe par Pékin où il doit s'entretenir avec le gouvernement chinois juste avant. C'est le plus haut responsable à se rendre aux États-Unis depuis 18 ans. La porte-parole du département d'État américain Heather Nauert a confirmé la visite. Depuis la lettre du 24 mai du président au leader nord-coréen Kim Jong-un, Pyongyang collabore avec les États-Unis. Nous continuons activement de préparer le sommet entre le président Trump et le dirigeant Kim à Singapour. Le vice-président du comité central nord-coréen, Kim Yong-chol, va arriver à New York et rencontrera le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, plus tard dans la semaine.
3 séries de rencontres directes sont organisées parallèlement cette semaine entre ces deux pays qui n'ont pas de relations diplomatiques et s'échangeaient il y a quelques mois encore menaces et invectives autour des ambitions nucléaires du régime nord-coréen. Encore la semaine dernière, Donald Trump avait écrit à Kim Jong-un pour annuler leur rencontre, mais tout indique que le sommet du 12 juin est à nouveau sur les rails. Les quotidiens burkinabés commentent aujourd'hui les conclusions de la conférence internationale de Paris sur la Libye, une conférence qui semble n'avoir pas tenu toutes ses promesses. Touboum, Evelyne Dabiré. Conférence internationale sur la Libye, la communauté internationale semble donc enfin décider à trouver une issue pacifique au problème libyen, affirme l'observateur Palga. Autour de la table de négociation, informe le pays, en plus de Macron, l'hôte du jour, tout un aéropage de personnalités politiques et diplomatiques du monde entier. 20 pays et institutions au total étaient représentés, précise l'observateur Palga. Objectif, signer une déclaration commune prévoyant l'organisation des élections législatives et présidentielles le 10 décembre 2018, rapporte Sidoya. Ce que veulent les Occidentaux en réalité, c'est une élection au forceps pour rétablir sur le trône en Libye un dirigeant qui sera au service de leurs intérêts, analyse le pays. Mais au final, la moisson est maigre, écrit aujourd'hui au Faso, qui explique que c'est un engagement à minima non signé par les frères ennemis qui sera soumis à leurs bases respectives avant décision finale dans 2 ou 3 mois. La montagne a finalement accouché d'une souris et ce journal pense à la déception de 2 personnes qui étaient à la baguette et qui ont crapahuté et cru fermement à un accord paraphé, à savoir Macron et Gassam Salamé. Pour le pays, le pari de Paris reste tout de même osé car le tout n'est pas de signer un accord, l'essentiel reste déterminé par la situation sur le terrain. Et pour l'heure, poursuit ce journal, la Libye reste minée par de nombreuses dissensions internes. Et dans un tel contexte, s'interroge ce journal, Macron réussira-t-il à réparer les torts de Sarkozy? Qui s'éclipsera au profit de qui dans cette guerre militaire, pétrolière et d'égo, renchérit aujourd'hui au Faso? Réponse dans les mois à venir, affirme en chœur les quotidiens. Mais que l'initiative de la rencontre vienne de la France et de son président Macron n'est que justice, estime l'observateur Palga, car n'est-ce pas un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, qui a été le principal architecte de ce bourbier, et si son pays contribuait à l'assécher, ce ne serait donc que justice. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.